Bonjour à tous. Alors on va innover sur beaucoup de choses ce matin et on va être même à l'avance parce que nous devons libérer nos intervenants. On va vous raconter ce qu'ils font par ailleurs. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Bienvenue. Alors on laisse les derniers rentrer. Enfin les derniers non, je ne suis pas sûre que ce soit les derniers, mais il y a... Venez, venez. Voilà, on va laisser s'installer. Oui. Voilà. 9h01, c'est dingue. Cette précision. Et alors, pour permettre aux uns aux autres de rentrer, de s'installer, je vais peut-être commencer par des remerciements qui sont très, très, très sincères, à commencer par la Maison de la Poésie, Olivier Chaudenson et l'équipe qui nous fait l'amitié de nous accueillir et de nous accueillir de manière aussi matinale pour une longue journée qui pour eux termine très tard. Et donc généralement, ils ouvrent beaucoup plus tard. Donc nous sommes heureux d'animer cette matinée. Et donc un grand et sincère merci à tous ceux qui ont travaillé ce matin et qui vont nous accompagner pendant cette table ronde. Alors notre échange avec la Maison de la Poésie a commencé lors du Salon du Livre, du dernier, dont l'invité d'honneur était l'Italie. Et on voulait démarrer cette table ronde à cette occasion. On vous dira nos aventures depuis. Et alors, j'ai aussi à remercier les 3 intervenants qui nous font l'amitié d'échanger sur ce sujet qui les passionne et les concerne tout particulièrement. Nous avons également tous ceux qui participent à cette table ronde et qui écoutent, la plupart, d'une manière ou d'une autre, contribué à notre réflexion, l'ont nourri, l'ont fait grandir. Donc un grand merci non seulement pour votre présence matinale, mais aussi pour ce que vous avez fait et contribué jusqu'à présent. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Claudia Ferrazzi, j'ai un parcours essentiellement dans la politique culturelle publique pendant 15 ans. Et puis, il y a 3 ans, j'ai décidé de créer une petite entreprise qui s'appelle Viarté et qui a pour objectif de mettre des artistes au cœur de la vie des entreprises et de la vie quotidienne tout court, dans une utopie qui, pour certains, qui est appelée une utopie de la Renaissance, de mettre les artistes au cœur de la vie productive. Et en fait, c'est en faisant ce travail que j'ai été sensibilisée aux questions de narration. En réalité, nous avons ce sentiment tous d'être entourés d'histoires, mais d'être de moins en moins armés pour les décoder, pour en créer de nouvelles et pour en créer des nouvelles collectives, motivantes, positives, qui savent embarquer plusieurs générations et sur plusieurs médias. Donc la question de la narration est venue comme ça dans mon parcours et c'est en cherchant des réponses à ces questions nombreuses, essentiellement qui venaient des entreprises, que je suis arrivée à l'école, une école qui existe à Turin depuis précisément 30 ans, qui s'appelle Scuola Holden. Alors Holden, c'est le protagoniste de l'attrape-cœur de Salinger, qui adore écrire mais qui déteste l'école. Et la Scuola Holden a été créée en 1994, il y a presque 30 ans, par Alessandro Baricco, que vous connaissez sans doute, et qui donc est plutôt connu pour son activité de romancier, mais qui a une activité d'essayiste sur ces questions de narration très longue, on va le voir à l'instant. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette école ? Cette école, elle apprend à plusieurs publics. Donc, elle a des formations initiales pour des jeunes bacheliers,
elle a de la formation continue des services aux entreprises et elle a également une réflexion très approfondie sur l'écriture pour l'inclusion sociale et elle a des ateliers d'écriture dites loisirs, tout simplement pour apprendre à mieux écrire et à vivre mieux avec son écriture et sa pratique d'écriture. Donc eux, ils utilisent beaucoup, alors ça c'est l'Italie, ils utilisent beaucoup l'anglais dans leur pratique et donc ils parlent plus largement d'humanité contemporaine quand ils parlent de story design, storytelling et écriture. Et en général, il parle d'humanité contemporaine. On va regarder si cette notion nous plaît. Donc l'idée est un petit peu aujourd'hui d'interroger la promesse éducative de cette école et de peser les pour et les contre de créer un projet d'école française de narration et de voir qu'est-ce qu'on y enseignerait, comment et sur quoi porterait l'essentiel de notre attention si le projet que nous portons va arriver à son succès, c'est-à-dire la création d'une école de narration. L'inspiration principale, donc, c'est cette école. Il y en a beaucoup d'autres qui sont par ailleurs peut-être représentées dans cette salle aujourd'hui, parce que, comme vous savez, ces dernières années, nous essayons tous de professionnaliser notre storytelling, notre différents types de narration et différents types d'écriture. Alors, je vous invite vraiment chaleureusement à nous interrompre. Il y a un micro qui se balade dans la salle, on va l'identifier tout de suite. Et sinon, là, il y en a 4. On ne va pas chanter tous en chœur, donc on peut en prêter un, si. Et alors, donc vous avez vu que, enfin, vous savez plus que moi, surtout ici dans cette salle, que l'humanité ne vit que par le verbe et le récit depuis toujours. Mais le besoin de récit a clairement augmenté aujourd'hui. C'est tiré par les médias qui se multiplient, par une demande très diverse, une multiplication de supports, une bataille de l'attention où on cherche la bonne histoire pour attirer l'attention au bon moment, on recherche du sens, on a une inspiration collective à s'exprimer qui a été peut-être entraînée par les réseaux. En tout cas, ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est que l'environnement culturel qui a été déterminé par la révolution digitale réagit un peu différemment par rapport à ce qu'on connaissait avant aux histoires. Alors peut-être pour nous lancer dans la discussion, ce que je vous propose, c'est de vous lire un petit bout de ce qu'a écrit justement Barico à ce sujet. Le bouquin, ça s'appelle The Game. Alors, The Game, pour lui, c'est vraiment cet univers constitué et créé, déterminé par la révolution digitale, où en fait, alors il avait écrit d'abord un autre essai qui s'appelait Les Barbares, avec beaucoup d'optimisme. Il proposait de ne pas séparer ces deux générations, en gros ceux qui sont nés au XXe siècle et ceux qui sont nés au XXIe, parce qu'en fait, il ne fallait pas s'arrêter aux médias, mais il fallait, par les histoires, essayer de les rapprocher en faisant en sorte que les histoires traversent les médias et donc les générations. Et alors, lui, donc sa motivation, on va dire, il la résume dans un paragraphe que je vais vous lire, comme ça nous lancera dans la discussion. Alors, plus que toute autre chose, le game a besoin d'humanisme. Ces meneurs en ont besoin pour une raison élémentaire. Ils ont besoin de continuer à se sentir humains dans les 100 prochaines années, alors que l'intelligence artificielle nous les éloignera encore plus de nous-mêmes. Il n'y aura nul bien plus précieux que tout ce qui permettra aux hommes de se sentir humains. Bien que cela puisse paraître absurde aujourd'hui, le besoin le plus répandu sera de sauver l'identité de l'espèce. Nous récolterons alors ce que nous aurons semé ces dernières années. Et alors, évidemment, quand on s'est posé cette question, y a-t-il besoin d'une école de narration en France ? On a cherché ce qui existait. Et alors, ce qu'on a compris, c'est qu'en France, on choisit d'abord un secteur. Donc, on choisit d'abord le cinéma, le journalisme, avant de choisir d'apprendre un type particulier d'écriture ou de narration qui est appliqué au secteur que j'aurais choisi. Alors, or, l'idée de la narration que nous voulons partager et porter est une narration qui traverse tous les secteurs. Et nous pensons que les imaginaires collectifs
ne se formeront pas si on ne force pas un petit peu cette transversalité. Et alors, ça m'amène à présenter nos intervenants et les raisons qui expliquent leur présence ici, peut-être. Alors, on va commencer par Fanny. Alors, tous ont plusieurs casquettes, donc je vais évidemment simplifier au maximum, mais elle est scénariste, réalisatrice, elle est comédienne. Alors, évidemment, son visage est connu grâce à cet extraordinaire personnage un peu fait de force et de fragilité qui est Camille Valentini dans 10%. Mais quand on a commencé notre réflexion commune, c'était sur l'écriture de scénarios, qui est quand même je ne sais pas si on dit métier principal, parce que je ne sais pas principal par rapport à quoi, mais qui est quand même le cœur de tes préoccupations. Oui. Oui. Et donc, Fanny mène une réflexion sur l'écriture de scénarios, sur l'adaptation des formats et des médias. Et alors, et en particulier, quand on a commencé à parler, elle a créé en fait une série qui s'appelle Brigade Mobile, actuellement présente sur Arte, sur la plateforme Arte digitale. Et alors, on fera des petites pubs comme ça, si vous voulez nous retrouver et retrouver nos protagonistes, vous pouvez. Alors, c'est un faux documentaire. Il est fait en 7 épisodes. Et les épisodes durent entre 8 et 12 minutes. C'est un paysage très particulier, un paysage d'Auvergne un peu éloigné. C'est une histoire qui a beaucoup d'humour. En fait, c'est par l'humour que tu racontes l'histoire, à vrai dire. Et il y a beaucoup de tendresse dans un format assez original. Elle dit, j'ai pas inventé un format parce que le format existe, mais pour des non-spécialistes comme moi, c'est un format très original. Et donc, c'est là où on a commencé à s'interroger autour de Brigade Mobile sur l'équilibre entre le fond et la forme. Et c'est là où, en fait, j'ai remarqué ce que vous allez peut-être sentir dans un instant, qui est cette envie, ce besoin de raconter les histoires un peu différemment. On va dire différemment par rapport à quoi, là, ça ouvre. Oui, il y a 2 endroits, c'est de questionner toujours la forme, peut-être, et de questionner mes conditionnements. Pourquoi la première manière qui me vient de raconter l'histoire, c'est celle-ci, et est-ce qu'elle est juste, et est-ce qu'elle offre des représentations qui sont justes ou qui sont porteuses de je sais pas, de changements, de point de vue. C'est la question du point de vue aussi. Voilà. Alors, Pauline Baer, formation, elle aussi, de scénariste, comme Fanny. Mais en plus en littérature, donc il y a une partie appliquée et une partie de travail sur les textes. Elle a été directrice littéraire dans l'audiovisuel, puis lectrice et co-auteure de scénarios. Et actuellement, elle anime des ateliers d'écriture après avoir publié un roman qui s'appelle La collection disparue. Alors, Brigade Mobile est un faux documentaire et le roman de Pauline est un vrai roman, enfin, est une vraie fiction. Enfin, c'est un récit. Les Anglais appellent ça narrative, non-fiction. J'aime bien ce terme parce que... Voilà. On essaye d'éviter les mots anglais, mais de toutes les manières, on n'y arrive pas. Non. Là, c'est du récit littéraire, ça existe, ça? Ouais, du récit littéraire. Voilà. Et alors... ce qui m'a intéressée, c'est pourquoi on a commencé à discuter, c'est cette capacité à comprendre un peu la motivation profonde qui vous pousse à écrire. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'elle l'applique à elle-même. Donc, elle trouve sa motivation profonde, elle l'a trouvée dans ce roman qui, en réalité, est une quête d'une collection appartenue à son arrière-grand-père et dispersée pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, est-ce que j'oublie des choses? Non. Alors, David Foenkinos, que je dois quand même présenter, qui est, alors lui, romancier, dramaturge, scénariste, réalisateur, on pourrait continuer, parce qu'en plus, tu es musicien, tu es plein d'autres choses. Mais dans sa longue carrière de romancier, on va peut-être prendre 2 moments un peu clés pour le public, pour la critique et peut-être pour ta vie, qui sont des temps forts. En 2009, La délicatesse. La délicatesse qui a un tournant parce que voilà, critique et public l'appellent phénomène. Il a reçu 10 prix. Il a été vendu dans son format poche à plus d'1 million d'exemplaires qu'en France, pour ne pas parler des traductions. Et en 2001, tu l'as adapté au cinéma.
avec ton frère Stéphane, et puis un deuxième tournant qui est quasiment l'invention d'un genre de littéraire. Alors là, je ne sais pas, là, les définitions n'arrivent pas facilement, qui est une expérience à la fois de lecture et j'imagine d'écriture très particulière, qui est Charlotte, 2014, prix Renaudot, prix Goncourt des lycéens. Et c'est une opération littéraire très particulière parce qu'en plus, elle a un volet très concret, puisque à partir de ton roman, Charlotte Salomon, la peintre dont David raconte l'histoire, a eu une deuxième jeunesse, a été redécouverte et a eu droit à de la reconnaissance, des expositions, un peu grâce à ce travail de romancier. Alors, d'ailleurs, c'est Charlotte qui est lue en janvier à la scène musicale par Audrey Tautou et c'est pour les répétitions de Charlotte qu'on va devoir te libérer sans trop traîner après cette table ronde. Alors, pourquoi je les ai choisis ? Et après, je vous demanderai évidemment pourquoi vous avez accepté de venir et d'arriver comme ça matinalement à la Maison de la Poésie. Alors, en plus de l'admiration que vous avez compris, j'ai pour leur travail, ce qui m'intéressait, ce sont essentiellement 3 caractéristiques. D'abord, c'est la force de l'histoire que vous avez eu envie de raconter et qui s'est imposée visiblement au-delà des médias que vous avez choisis, d'ailleurs, qui ont changé, qui ont évolué, que vous avez dû adapter en cours de route. Ensuite, ce qui m'intéressait, c'est que leurs histoires ont traversé les médias. Et donc, d'ailleurs, tous les représentants du monde audiovisuel qui sont présents dans cette salle savent combien c'est difficile et quel est le travail qui est devant nous pour qu'une histoire puisse vraiment traverser les médias. Et puis, visiblement, alors parfois volontairement, parfois peut-être involontairement, ils sont arrivés à toucher des générations très différentes. Et donc, cette histoire est devenue un peu un patrimoine commun de sens sur plusieurs générations, un patrimoine commun. Donc, la question, évidemment, c'est pourquoi vous... Alors, moi, c'est pour ça que je vous ai appelé. Et pourquoi vous avez accepté d'intervenir. Et qu'est-ce qui vous intéresse dans cette réflexion sur l'art du récit ? Alors, je crois que vous avez des micros. Est-ce que le micro dans la salle est bien chez quelqu'un ? Et vous me faites un petit signe. Il y a beaucoup de lumière, donc vous n'hésitez pas à parler, voilà, merci beaucoup, à faire un petit signe et à nous interrompre, poser des questions. C'est vraiment très participatif et ouvert. Alors, tu attaques ? Ok, si tu veux, avec plaisir. Alors, pourquoi j'ai accepté ? Parce que je te trouve très sympa. C'est déjà un bon point. On s'est rencontrés, on a pris un café. Alors évidemment, en plus, moi, quand tu m'as raconté l'histoire, c'est vrai que j'ai croisé plusieurs fois Baricot et c'est quelqu'un qui m'impressionnait. D'abord physiquement, il était tellement beau, Baricot. Après, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être invité dans son école à Turin, et c'est vrai que c'est un endroit assez magique. J'ai vu beaucoup d'étudiants qui réfléchissaient sur cette question de la narration, et c'était assez passionnant de pouvoir échanger avec eux. Donc moi, c'est au cœur de mon travail, puisque j'ai évidemment, j'ai écrit des romans, mais c'est vrai que j'ai aimé aller vers le théâtre, aller vers le cinéma, aller vers le scénario avec tout type de forme de narration. Tu l'as dit tout à l'heure, Charlotte, effectivement, c'est écrit d'une manière très particulière, avec non seulement la vie de Charlotte Salomon qui est racontée, mais le laboratoire d'écriture de ce livre à l'intérieur du livre. Donc pour moi, c'était au cœur de mes réflexions, de mon travail. C'est vrai que moi, ce que je trouve très beau dans ce que tu as dit par rapport au mot de Baricot, c'est la recherche de l'humain, la nécessité d'aller vers l'humain de plus en plus. Et donc, raconter des histoires, c'est ce qui nous rapproche peut-être le plus du cœur de l'humain. On a besoin, on commence même notre vie humaine par le fait de se raconter des histoires avec les enfants. Et donc, je vois bien à quel point... Pauline, tu vas pouvoir nous raconter les ateliers d'écriture, mais moi, on me propose très souvent d'animer des ateliers d'écriture. Je ne m'en sens pas tout à fait capable parce que je trouve ça assez difficile d'accompagner une narration. Il y a quelque chose d'un peu de l'ordre de la particularité, de l'étrangeté. Je trouve ça toujours très intéressant. C'est venu des États-Unis, les premiers cours d'écriture et la façon d'essayer de cadrer un récit,
d'imaginer, ce qu'on peut avoir évidemment pour le scénario davantage, mais d'imaginer une forme romanesque qui puisse être accompagnée à travers des ateliers d'écriture. Je crois que surtout que c'est un travail humain, c'est un travail de relation humaine entre quelqu'un qui a quelque chose à raconter de sa propre vie, de son propre vécu ou de son désir d'imagination, et de le faire accoucher d'une certaine manière. Et moi, je vois bien quand je fais des dédicaces ou des rencontres en librairie, très souvent, les gens disent « Ah, je me parle 2 secondes de mon livre », et puis immédiatement, on me dit « Mais moi aussi, j'écris ». Et là, en fait, moi, quand je fais des dédicaces, je reçois des histoires. On me raconte des histoires. Je sens qu'il y a comme ça un besoin exponentiel de s'exprimer par les mots, parce que il me semble que voilà, dans les mots de Barreco, on est tout de suite lié à la modernité, à l'intelligence artificielle, et que c'est un contrepoint inouï en fait à la rapidité qu'il y a en toute chose actuellement. Je pense que c'est vraiment la narration, le rapport à la narration, c'est le domaine par excellence de la lenteur. C'est le moment où on va pouvoir ralentir les choses, aller au plus profond de soi-même, essayer de mettre des mots et essayer de prendre le temps de trouver les mots. Donc, pour moi, l'école on en a parlé, tu vois, l'école de narration pourrait être sous-titrée l'école de la lenteur. Et en plus, ça ferait un petit hommage à Kundera, ça serait pas mal. Merci. Mais alors, quelle est ton école de narration, toi, Fanny? C'est-à-dire si les commissions CNC et mes co-auteurs et co-autrices. C'est auprès des autres, en lisant les autres, en comprenant comment les autres font, que j'apprends le mieux, en fait, que je comprends le mieux des choses. Les commissions CNC, c'est génial pour ça, CNC ou commission, ou voilà, quand on reçoit à lire des projets qui ont tous la même contrainte, c'est très très intéressant de comprendre, puisqu'on parlait de la forme, comment on s'émancipe d'une contrainte tout en y répondant, tout en n'étant pas hors sujet. Enfin, voilà, c'est vraiment une grande école. Et après, évidemment, les co-auteurs et les co-autrices, c'est très vertigineux à quel point, à cet endroit-là, la manière que quelqu'un va avoir de poser les bonnes questions, enfin les bonnes, en tout cas certaines questions, pour faire émerger un récit ou un autre, un récit qui est à côté de soi, à côté du récit qu'on voulait raconter, parce qu'on cherche toujours à éviter de raconter ce qui est nécessaire d'être raconté pour soi, en tout cas. Il y a cette petite vertu thérapeutique quand même aussi dans l'écriture. Et voilà, et tu parlais d'accouchement, cette maïeutique du co-auteur, qui est en plus d'autant plus vertigineuse qu'elle est la rencontre de 2 ADN, donc il y a forcément probablement une autre névrose en face qui va avoir besoin de raconter peut-être autre chose ou la même chose. Est-ce que ça va se répondre? Donc ça, c'est presque plus pour la fabrication. Mais cette manière de se poser la question de comment raconter, elle m'apprend à me poser des questions et donc à orienter la manière que le récit a de naître. Bon, alors du coup, Pauline a le choix. Comme j'ai posé 2 questions, Pauline a le choix entre pourquoi tu as choisi, pourquoi tu as accepté cette invitation et quelle a été ton école de narration? Alors, ce que tu disais, Fanny, c'est la lecture, je pense, la première école. Moi, je devais lire plein de scénarios de téléfilms. Et c'est en les lisant que j'ai commencé à comprendre ce qui fonctionne. Il y a quand même, malgré tout, toujours un peu... J'avais un peu un jeu avant de le lire en 2 minutes et de dire... Ah ben là, il y a un ventre mou, l'exposition est trop longue, il faut creuser la psychologie des personnages. Et ça marche à peu près toujours. Enfin, il y a quand même des choses qui se répètent et qui font que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, tout simplement qu'on n'a pas envie de tourner la page dans les scénarios. Et je me suis dit, bon, il n'y a pas quand même une recette, c'est pas possible, parce que l'art est fait de contre-exemples. Et les bonnes séries sont justement celles qui sont des contre-exemples de la... Et au bout de quelques années de lecture et de faire des remarques à des scénaristes sans avoir jamais rien écrit, je me suis sentie un peu bête. Je me suis dit, bon, je vais faire une école de scénariste, parce que c'est pas si simple, on ne peut pas juste donner son avis. D'ailleurs, c'est plus facile de donner son avis. Toujours. Ouais. Ah ouais, c'est beaucoup plus facile de voir ce qui ne va pas que de s'y coller. Et donc, j'ai suivi 1 an d'école de FMIS. Et là, j'ai beaucoup appris avec une dame que j'adorais, qui s'appelait Marie-Geneviève Ribaud, qui est un espèce de génie d'analyse des films. Parce qu'elle voyait tout de suite le cœur du sujet. Ce qui est, quand on écrivait, elle arrivait à voir, comme tu dis, au-delà de nous, ce qu'on voulait dire. J'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça. Donc ça donnait des frissons, parce qu'en fait, elle vous comprenait. Donc il y avait un sens
c'est une forme de psychologie ou d'intuition des gens et de ce qu'ils avaient à dire qui était très fort. Et après ça, je me suis dit, je vais recommencer. Comment maintenant je peux aider les auteurs d'une autre manière ? C'est-à-dire pas dans la contrainte de tel téléfilm a fait tant de pourcents de part de marché hier, donc maintenant tous les personnages que vous avez écrits doivent être moustachus. Enfin, je caricature un peu, mais je voulais les aider en leur permettant de développer leur créativité, ce qu'ils étaient vraiment eux, en fait, et pas en leur donnant des espèces de consignes sur il faut que l'enjeu apparaisse à la 2e seconde, et il faut que... Ça m'ennuyait, et je pensais pas que ça allait marcher, en fait, dans l'histoire des téléfilms, ça allait pas améliorer la qualité. Donc, il n'y avait pas vraiment d'atelier, il n'y avait pas d'écriture créative en France beaucoup. Donc j'ai lu des tas de bouquins anglo-saxons, je suis allée suivre Truby et d'autres profs, j'ai regardé des MOOC, ça existait à l'époque, je crois que c'est un peu démodé. Et j'ai essayé de faire des ateliers de creative writing, mais on ne parle pas anglais, voilà, d'écriture pour le simple plaisir d'écrire. C'est-à-dire de partir d'une idée, de partir d'un jeu de tarot, de partir de... Je me souviens, c'était vraiment expérimental. C'est-à-dire développer le plaisir d'écrire déjà, en lien avec l'essence, en lien avec une idée de départ. Donc c'était vraiment la base. Et puis peu à peu, j'ai aussi commencé à développer des projets avec les autres. C'est-à-dire, parce pour moi, il y avait 2 grands types d'ateliers d'écriture. C'était les ateliers d'écriture ludiques pour le plaisir de la découverte, et des ateliers avec des gens qui avaient juste besoin de s'exprimer, ce qui n'est pas tout à fait pareil quand même que les gens qui ont une histoire à raconter, le besoin de s'exprimer. Et maintenant, j'aide toujours des gens, et je vois souvent, il y a des gens qui ont effectivement beaucoup besoin de s'exprimer, à travers de créer un contact, de dire ce qu'ils ont vécu. Et il y a des gens qui sont des auteurs, qui ont une vraie histoire, une matière littéraire. Et tu ne crois pas que c'est toujours une métaphore Non, mais c'est vrai, non, mais tu as raison, mais parfois, il faut savoir que c'est une question d'objectif. Voilà. On n'a pas toujours besoin d'être publié ou que ça sorte, on a besoin de s'exprimer. Et c'est important aussi, et de partager avec quelqu'un. C'est pas moins bien, mais c'est pas... Tu vois, et toi, David, quelle a été ton école de narration ? Mon école de narration, Pauline, tu l'as dit, c'est la lecture. Moi, c'est vrai que j'étais pas du tout... il n'y avait pas de livre chez moi, je n'étais pas issu d'un milieu culturel, même si mes parents n'aiment pas que je dise ça. Donc, mais c'est vrai que ma mère travaillait chez Air France, donc on voyageait quand même, donc j'avais un apport culturel, mais pas de livre du tout. J'ai été très gravement malade à l'âge de 16 ans, et c'est vrai que j'ai passé des mois à l'hôpital, j'ai failli mourir, et c'est vrai qu'à ce moment-là... forcément, découvrir la littérature dans une chambre d'hôpital, c'est un peu particulier parce qu'on était en 1991, donc j'avais pas beaucoup d'accès à l'extérieur, pas d'Instagram, pas de Netflix, et donc j'ai été à ce moment-là accompagné par les livres, et c'est vrai que les livres m'ont permis de voyager de ma chambre, d'aller vers la beauté, de simplement déverrouiller, je pense, quelque chose de l'ordre de la sensibilité à ce moment-là. Et c'est vrai que ça a changé ma vie, et je suis resté connecté à ce moment-là, définitivement, obsessionnellement. Et c'est vrai que, peut-être d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'écris essentiellement de la fiction, et que pour moi, l'écriture est liée vraiment à un ailleurs de moi-même très important. Et c'est vrai que voilà, c'est comme ça. Ça a été l'école de la narration. Pour moi, c'était une façon de me dédoubler et de voyager de moi-même. Donc, c'est le début de la narration. Alors, l'année dernière, on a fait un travail pour un grand groupe français sur la structure du récit, et à un moment donné, on avait un peu l'impression, je crois que Fanny, à ce moment-là, on a commencé à travailler ensemble, nous avions un peu l'impression que la structure du récit ne peut qu'être une seule, et que le récit n'a qu'une forme qui se répète, une forme d'ailleurs qui est un peu proche de la structure un peu quasi psychanalytique qu'on peut avoir, et d'ailleurs ça a été théorisé dans des bouquins surtout proches du monde du cinéma, surtout proches d'une culture américaine. En gros, le voyage du héros, il y a un seul récit, le monomythe qui se répète à l'infini, et c'est un peu comme ça. Alors figurez-vous, et c'est un peu, alors on le définit, raconter à tous l'histoire de tous. C'est un peu le rêve du cinéma américain. Et alors, évidemment, ça a soulevé un grand débat parce qu'il y a ceux qui le contestent. Alors, c'est rigolo parce qu'à ce moment-là, Baricot, c'est moi, pendant qu'on travaillait sur ça,
il a écrit un bouquin entier pour, en gros, casser cette idée-là, contester cette absence de liberté. Et alors, je vous le lis comme ça, je voulais savoir si vous partagez cet avis ou pas. La tentation d'attribuer au vivant un répertoire défini d'histoire, circonscrit et archétypique, doit être énergiquement évitée. Les formes de ce que nous appelons histoire sont et doivent rester illimitées. Il est indispensable de veiller à cet infini parce que les humains lui confient le lien fondamental entre histoire et liberté. Est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce que dans la salle aussi, vous partagez cet avis? Oh là là, la question est trop, trop dure. C'est pas trop mal dit en plus, donc que dire de plus? Parce que finalement, pour apprendre, il faut quand même des structures. Donc, il faut accepter qu'il y ait une forme de reproduction de quelque chose. Sinon, apprendre la liberté, c'est un concept qui est très compliqué. Mais donc, on est au cœur de qu'est-ce qu'on apprend dans cette école. Si Baricot a raison, qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'art du récit? Baricot a toujours raison. Ah, Quoi qu'il arrive. Je crois qu'il y a une structure commune à tous les récits, que ce soit littéraire et... Non, c'est un peu l'idée, tu vois, Vogler, le monomythe, il y a un parcours, l'histoire est linéaire, on a toujours un guerrier qui rencontre des difficultés, qui va finir par gagner contre tous et contre toutes. Est-ce qu'on parle de la fiction panier d'Ursula Le Guin? Ah bah voilà. Est-ce qu'on se lance là-dedans? Allez, si tu veux. Bah, non, justement, on a eu... Dans la manière d'interroger les récits, Ursula Le Guin, donc, qui est une autrice de SF, a écrit un très beau texte dans un... Peut-être que c'était pas pour un Society, mais celui qui était dirigé par Damasio, où elle parle de la fiction panier. Je dois dire que ça m'a absolument subjuguée, et en même temps, je suis pas tout à fait sûre d'avoir complètement compris et d'être sûre qu'on puisse complètement quitter ce voyage du héros. Et ça vraiment, ça me hante. Mais bon, ce qu'elle dit, Claudia, tu m'aideras un peu, mais c'est qu'on a toujours, on ne raconte plus l'histoire que à travers cette idée assez belliqueuse et d'adversité et de personnages, d'un personnage unique qui rencontre de l'adversité et qui va changer à travers cette adversité. Elle fait un parallèle avec les chasseurs de mammouths, voilà. Et elle dit, mais on oublie qu'on était aussi des cueilleurs et qu'on était aussi dans un travail collectif, beaucoup plus lent, de simplement avoir son panier et cueillir. Et voilà, donc moi, ça m'évoque la question de la chronique, qui est une question qui est assez... presque réprimandée en fiction aujourd'hui. Sur les plateformes, la chronique, c'est le mot interdit, mais ça pose bien cette question aussi de est-ce qu'on peut raconter des histoires un peu différemment. Enfin, je trouve qu'elle pose très bien la question, mais je ne sais pas si j'ai la réponse. Moi, j'ai le sentiment que c'est un peu bizarre de dire ça en réfléchissant à la narration. J'ai l'impression que on ne peut pas être soumis comme ça à l'hégémonie de la narration, à l'idée que l'histoire serait au cœur de toute chose. C'est vrai que si j'arrive et que je vous dis, voilà, mon prochain roman, en fait, c'est l'histoire d'une femme qui s'ennuie et qui trompe son mari, vous allez me dire, c'est Madame Bovary. Ça a déjà été écrit. Voilà, ça a déjà été écrit. Et je pense que si Flaubert, si tu l'avais invité, aurait raconté ça, je crois que tu ne te dis pas, voilà, j'ai le sentiment que justement, ce qui est extraordinaire avec la narration, c'est que, et c'est ce que tu disais d'ailleurs un peu avec l'idée de travailler avec quelqu'un, c'est qu'une même histoire peut être racontée à l'infini. Donc on n'est que dans les possibilités infinies d'une même narration pour une histoire. Et donc il y a quelque chose qui fait que c'est avant tout la sensibilité, avant tout le style, avant tout ce qu'on met de nous-mêmes, hein, tu l'as dit, ou ce qu'on n'a pas envie de mettre de nous-mêmes dans une histoire qui est au cœur de la narration. Et finalement, au bout d'un moment, même si on adore raconter des histoires, on écrit des scénarios, on a envie que les gens soient portés par ces histoires-là. Moi, je fais toujours un aller-retour entre ces deux sentiments. Quand j'écris des romans ou des films, je fais toujours je sais pas, c'est comme si j'avais deux cœurs, en fait, d'une certaine manière. Je fais un échange permanent entre l'idée de raconter une histoire, la nécessité de raconter une histoire, et en même temps, dans un deuxième temps,
Je crois que l'important, c'est la façon dont on raconte cette histoire. Tu parlais du point de vue, et finalement, la narration, c'est mettre son intimité. Comment transformer, comment mettre son intimité dans une histoire qui pourrait déjà être même préétablie d'une certaine manière. Ce qui est sûr, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des formes qui offrent pas forcément la même liberté. Et j'ai eu l'occasion de poser la question à un romancier qui écrivait des scénarios pour la première fois, de la question de la difficulté ou pas de l'exercice et de ce changement de forme. Et il me disait, mais dans un roman, si le personnage ouvre le frigo, il n'a pas besoin de le refermer. Et donc ça pose d'autres contraintes qui ne sont pas du tout les mêmes. Et la question, par exemple, de la chronique, elle est beaucoup plus supportable en roman. Parce qu'on a une intériorité, la question du scénario, il faut tout le temps se poser la question de... C'est une partition pour les équipes, un scénario, donc il faut toujours se poser la question de... si je dis que ce personnage est anxieux, comment ça s'incarne, est-ce qu'il tire le fil de son jean ou est-ce qu'il allume plein de clopes? Ça va pas demander au même poste d'agir et de se préparer pour le tournage. Donc au-delà de la forme, qui est une forme quand même éminemment visuelle, c'est aussi une autre manière de transmettre l'histoire. Elle est collaborative aussi. Mais si tu dis dans un livre il est anxieux, ça ne marche pas non plus, il faut quand même que tu le montres. Oui, mais tu peux être complètement dans sa tête. Oui. Alors qu'avec un cinéma, tu as besoin au moins de l'effet coulé de chauffe, tu as au moins besoin de mettre 2 images à côté d'une image de quelqu'un qui pense pour avoir son intériorité. Si tu mets juste c'est quelque chose que j'ai fait avec la délicatesse. En fait, j'ai écrit le roman, puis après il y a eu le film, il y a même une adaptation théâtrale. Je vais bientôt sortir les t-shirts si vous voulez. Mais j'ai vraiment, c'était la même histoire et voir comment on la raconte différemment. Ce que tu dis sur l'intériorité, bien sûr, moi c'est vrai que c'était un roman très introspectif. Quand j'ai écrit le scénario, après, j'ai ajouté une amie, en fait, qui n'existe pas dans le roman, forcément, pour pouvoir échanger. Puisqu'il y a des choses que tu ne peux pas dire. Après, ce qui était assez... Après, quand on adapte un roman, c'est vrai que ce qui est assez cocasse, c'est que chaque lecteur se fait forcément son propre film. Et donc, on est face à une diversité infinie, finalement, d'adaptations dans l'esprit de chacun. Moi, je me souviens... les gens me disaient, mais pourquoi vous avez choisi Audrey Tautou? D'abord, à l'époque, c'est plutôt elle qui nous avait choisi. Et parce que je ne comprends pas, dans le livre, Nathalie est blonde. Et j'avais jamais écrit la couleur de ses cheveux. J'avais simplement écrit féminité suisse. Donc les gens avaient imaginé blonde, je ne sais pas, voilà. Et donc finalement, la même histoire, en fait, chacun, voilà, l'a réécrit pour le cinéma. Après, au théâtre, ce sont des choses forcément différentes aussi, avec beaucoup plus de narration. Et donc... c'était intéressant pour moi de voir ce laboratoire, de prendre une même histoire et de la décliner dans des versions différentes. Et c'est vrai que non, mais ce que je trouve intéressant là, c'est si on peut se poser la question ensemble, quelle est la meilleure façon de raconter une histoire à chaque fois? Comment chacun se pose la question avec l'histoire qu'il a? Quelle est la meilleure matière, la meilleure méthode, la meilleure technique pour raconter mon histoire? Moi, c'est ça qui me passionne avec les élèves de l'atelier. Mais du coup, par exemple, quand toi, Fanny, tu as choisi le format qui, pour moi, est original de Brigade Mobile, pourquoi tu as choisi que tel ou tel format était adapté à ton histoire? Et qui, d'ailleurs, c'est un format qui a changé en cours de route. Donc, ça veut dire que cette question n'est pas si simple que ça. Non, tu entends le faux documentaire ou le minutage? Le faux documentaire. Ah, le faux documentaire. Parce que moi, je mettrais aussi le minutage, puisque c'est un format que j'ai d'abord eu envie d'un format, en vérité. Et j'ai d'abord eu envie de travailler avec des actrices et de créer une histoire avec des actrices et avec voilà, cette comment dire, cette résonance, comme je disais, un peu comme avec des co-auteurs, co-autrices, quoi, et leur univers. Mais c'était donc du 3 minutes. Et par rapport à ce que tu dis, je trouve qu'il y a on sent beaucoup d'histoires qui n'ont pas trouvé le bon médium. Où souvent on se dit, mais ça devrait être... quand on lit en ce moment en série, c'est vraiment un énorme syndrome, parce que tout le monde, c'est la ruée vers l'or, tout le monde veut faire de la série, et en fait tout le monde étire des choses qui devraient se raconter en long métrage, et on le voit très vite. Et voilà. Et donc moi, par exemple, le 3 minutes, c'était pas du tout la forme pour cette histoire, mais se pose aussi la question de l'auteur ou de l'autrice, c'est-à-dire que c'était pas du tout... Je suis incapable de faire ça.
côté très sketch. J'ai besoin d'une narration un peu plus au long cours. Et donc il y avait quand même, et donc j'avais besoin, parce qu'il y a plein de choses dans le format. C'était d'abord du bouclé, donc des épisodes finis, segmentés, de 3 minutes. C'était une catastrophe, on les a carrément tournés, c'était terrible. Et je me suis dit, non, je sais que j'ai besoin de feuilletonnant, que quand bien même ça serait segmenté, il faut que cette histoire, elle soit au long cours. Donc voilà, donc j'ai invité le feuilletonnant et j'ai allongé la longueur des épisodes de 12 minutes, qui était un format que je connaissais, qui existait dans une série que j'avais beaucoup aimée, qui était féminin, qui était du faux documentaire. Et voilà. Et après, le faux documentaire, il est venu pour le plaisir de la comédie du malaise, pour le plaisir d'avoir toujours un témoin à leur maladresse, à leur gêne. Et ça, c'était... D'ailleurs, ça a été quelque chose qui a été quitté un moment dans le travail. C'est-à-dire que c'était là tout de suite, et on l'a abandonné et c'est revenu. Et parfois aussi dans l'écriture, moi je trouve, ou dans la forme, il y a quelque chose de l'obsession, où je fais toujours confiance au fait que les choses vraiment qui obsèdent reviennent, même si elles sont parties, parce qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs parfois dans le travail créatif. On peut se perdre un peu, mais ça revient toujours, j'ai l'impression. Et toi, David, quand tu as décidé d'adapter La délicatesse en film, est-ce que déjà tu avais cette idée-là quand tu l'as écrit ? Ah non, j'ai jamais écrit un livre en pensant que ça pourrait faire un film. C'est vrai que c'était mon frère qui avait lu ce livre et qui m'avait dit arrêtons de chercher, c'est ça qu'on doit faire. Ça me paraissait même trop qu'il n'y avait pas assez de matière en fait. Et finalement, voilà, il m'a convaincu. Mais après, j'ai pas du tout travaillé sur les adaptations de mes romans et j'ai même refusé parfois des adaptations de romans. Mais par rapport à ce que tu dis, c'est vrai qu'on est souvent, comment dire, quand on est en travail collectif, moi je travaille évidemment sur une série actuellement, même si tu m'as déprimé avec ce que tu viens de dire, parce que je suis en train de me dire c'était peut-être plutôt un long métrage, quoi. Donc là, j'ai complètement... Je crois qu'on va porter une lourde responsabilité ce matin. Je pense que je fais partie de cette catégorie. Ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, on a plein d'interlocuteurs et tout le monde nous dit des choses différentes. Donc, non, là, je suis un peu paumé, en fait. Mais voilà. D'être paumé comme ouais. Mais en fait, non, pourquoi je vous dis ça ? C'est parce qu'il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité. Ce que tu as dit tout à l'heure, pour moi, d'ailleurs, parce que tu as dit très rapidement son nom, Geneviève... Ripaud. Voilà, parce que en fait, on est tous, quand on est auteur, à la recherche de quelqu'un dont on estime la vie. Parce que finalement, plein de gens peuvent avoir des avis différents et c'est tout à fait normal. Mais c'est tellement merveilleux quand on a une relation avec quelqu'un qui nous dit, tu vois, je pense que là, il faudrait peut-être que, qui donne un avis sur une narration et on se dit, mais oui. Donc moi, cette Geneviève... Tu la connais ? Bah non, mais j'aimerais bien, quoi, si t'avais son... Bon, voilà. Elle est morte ? Bon, ok, bon. Mais alors moi j'ai cette C'est toute ma vie, je suis en retard sur les rencontres, quoi. Donc je peux la remercier. J'ai la personne qui m'a aidé à écrire mon livre, qui est dans la salle, qui s'appelle Iman Bassala, qui est auteur. Ah, Iman, je la connais, oui. Ouais. Voilà. D'accord, t'étais dans le... D'accord, ok. Parce que ça faisait 5 ans que je faisais une enquête sur ma famille, comme ça, pour le plaisir de l'enquête et la fascination. Il m'a dit, mais il faut que tu en fasses un livre. J'ai dit, oui, je sais pas. C'est déjà pas mal, tu ne trouves pas d'enquêter ? Oui, mais quand même, il faut que tu écrives. Et donc, c'était grâce à Iman que je me suis dit, voilà, il y a une matière à... Mais comment raconter cette histoire ? Je ne vais pas juste raconter l'histoire de mes ancêtres pendant la guerre. Plein de gens ont fait ça. Et je me suis dit, en fait, je vais le raconter de la manière dont moi, ça me passionne. C'est-à-dire, il faut que je fasse partager ma passion, ma fascination, ma curiosité au lecteur. Et c'est comme ça, en fait, j'ai raconté mon enquête autant que ce que je trouvais, mais la façon dont je le cherchais. Mais je me suis quand même posé la question de comment partager cette histoire avec la meilleure façon de partager mon histoire avec le lecteur, c'était pas de raconter le résultat abouti de mon enquête, c'était vraiment de le faire rentrer dans l'aventure. Alors c'est marrant cette recherche de sparring partner parce que finalement on imagine les métiers d'écriture assez solitaires. D'ailleurs l'école Holden à Turin travaille avec un maestro qui suit un groupe d'élèves un peu dans ce rôle que tu décris en fait. Un chef d'orchestre ?
Alors, non, parce qu'en fait, maestro, c'est le chef de l'atelier, de l'atelier de la Renaissance. Et les autres sont élèves, recopient, s'entraînent. Mais il y a quand même le maestro qui signe ou pas. En fait, toutes les enquêtes de reconnaissance des Léonard montrent que ce n'est pas si simple que ça, de savoir que fait exactement le maestro. Est-ce qu'il prend de temps en temps la plume ou pas? Est-ce qu'il prend le pinceau ou pas? On ne sait pas trop. Mais en tout cas, il conduit une réflexion, il conduit la formation et l'éducation des uns et des autres. Donc c'est rigolo que vous... Si on fait la version française, il faut garder ça. Hein. Le maestro, mais le maestro en français, c'est très musical. Ça fait référence au monde musical et très peu au reste, mais en tout cas, c'est bien noté. Je voulais cette fois-ci changer d'auteur et vous lire un petit morceau d'Orhan Pamuk, qui en fait a écrit le romancier naïf et le romancier sentimental. Et en fait, et je trouvais ça assez efficace. Il compare l'auteur à quelqu'un qui conduit une voiture. Et alors il dit, il n'a pas conscience d'actionner des leviers, d'appuyer sur les pédales, de tourner le volant en veillant à être prudent, à respecter quantité de règles, tout en lisant et interprétant les panneaux de signalisation, en regardant dans son rétroviseur à intervalles réguliers. Certains romanciers n'ont pas conscience des techniques qu'ils utilisent. Ils écrivent de façon spontanée, comme s'ils accomplissaient un acte parfaitement naturel, dans l'ignorance des opérations et des calculs qu'ils effectuent mentalement, et du fait qu'ils se servent de vitesse, de frein, de levier dont les munit l'art du roman. Et donc c'est comme ça qu'il distingue le romancier dit naïf du réflexif, et il dit que le roman est l'art d'être à la fois naïf et réflexif en vrai. Moi je pense que c'est inhérent à l'histoire qu'on raconte. La manière vient de la matière, je sais pas comment dire. Chaque histoire porte ses signaux de... je sais pas quoi. Oui. La technique est dans l'histoire elle-même, je ne sais pas comment expliquer très bien, mais il n'y a pas des systèmes qu'on doit suivre avant. Il faut rentrer complètement dans sa matière, donc dans sa voiture. En tout cas, moi, je conduis hyper mal, donc je ne suis pas sûr que ça me plaise beaucoup. Moi aussi, il doit y avoir un mais pour moi, c'est étonnant. D'ailleurs, c'est étonnant parce que moi, je compare plus l'écriture à une ligne de métro. Donc, tu vois, chacun son véhicule. C'est-à-dire différentes narrations. Pour moi, c'est tout droit le récit. Très bien. Et en fait, parfois, je sais exactement dans quelle direction je vais, mais je ne connais pas toutes les stations. Et d'ailleurs, je ne connais pas les stations en général. Et c'est vrai que je vois, chaque fois que j'avance dans le récit, j'ai l'impression d'être à Réaumur, à Sentier. Je fais la ligne 3, quoi. C'est la version... Moi, j'envie beaucoup les auteurs qui disent ça, qui se laissent embarquer par l'histoire et les personnages, comme si c'était plus eux. Mais j'en rêve, mais comment vous faites? C'est-à-dire que comme si les personnages prenaient le pas et que tu n'avais plus qu'à suivre, que la plume... T'es un conducteur de métro. Tu liras mon interview dans RATP Magazine. J'ai expliqué mon... Comme s'il y avait une espèce de magie qui se mettait en place. Bon, Pamuk nous a inspirés. Non, je voulais parler 2 secondes du lectorat quand même. Parce que je ne sais pas ce que tu connais de ton lectorat, David. On sait qu'il est nombreux et on sait qu'il est jeune, voire très jeune. Alors, ça, c'est vraiment récent. Oui. Parce qu'avant, je n'avais pas du tout de jeunes lecteurs. On t'a tous lu quand même. Les gens qui ont à peu près ton âge t'ont tous lu quand on était plus jeunes. Ah oui, non, parce que j'ai vraiment maintenant... et ensuite, un retour de jeunesse tiré par les réseaux ou par les commentaires qui se font sur tes livres sur les réseaux sociaux. Et donc, qu'est-ce qu'on sait d'autre et qu'est-ce que tu fais pour eux? Est-ce que tu penses à eux quand tu écris, avant, après? Est-ce que tu vas à leur rencontre? Non, d'ailleurs, moi... Moi, par exemple, la délicatesse, tu disais, ça a été un changement dans ma vie. C'est vrai que ça a été un gros succès. À l'époque, certaines personnes m'avaient dit, bon, maintenant, tu écris toujours le même type de livre. Tu fais la délicatesse 2, la délicatesse 3. Bon, j'ai écrit Charlotte, un livre en vers sur un sujet extrêmement douloureux. Et puis après, j'ai eu une sorte de consécration avec ce livre-là. Je suis revenu avec une comédie, Le mystère Henri Pic. Donc, j'ai toujours dans le contrepoint. Donc, on peut pas dire, on aime, on n'aime pas mon travail, mais en tout cas, je suis pas à la recherche de cajoler les gens qui m'ont déjà lu. Et ce qui est plaisant pour un écrivain, c'est d'être suivi, alors qu'on va à chaque fois dans des domaines différents. Après, moi, tu parles de la jeunesse, c'est vrai qu'avec le Goncourt des lycéens, Charlotte, c'est vraiment un prix qui a été très important pour moi, parce que au-delà de mon livre, j'avais envie que, pour moi, elle est un exemple de femme si courageuse, si puissante. Je trouvais que, pour des jeunes adolescents, c'était quelque chose de très très fort de la rencontrer, de la connaître. Donc là, à ce moment-là, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de jeunes sur ce livre.
Et puisque oui, tu me parles en fait du fait que depuis 2 ans, d'une manière c'est un peu ce qui s'est passé avec le film Le Consentement. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à avoir eu beaucoup de commentaires sur TikTok, des millions de vues, beaucoup plus que Augustin Trapenard en fait, et enfin que de passer à la Grande Librairie. Et c'est vrai que au dernier salon du livre, j'ai été très surpris de voir subitement mon lectorat clairement rajeunir, quoi. Parce que tu fais des chorés sur TikTok. Exactement, ouais. En fait, voilà, j'ai un faux compte. Non, j'ai même pas TikTok. De toute façon, je suis même pas sûr. J'ai même pas Instagram. J'ai un vieux Facebook de dépressif parce que qui maintenant est sur Facebook? Je reçois un message tous les 6 mois. Je dis ah, tiens, quelqu'un est là. Oui, donc tu n'as pas forcément cherché une visibilité sur les réseaux sociaux. Ah non, mais bah tu non. l'as trouvé. Non, ça c'est pas. Non, je parle de poste. Hein, c'est oui, pas oui. moi effectivement qui est. Mais c'est magnifique. On a tellement dit, et c'est pour ça que j'adore aussi ton projet. J'adore l'idée qu'il y ait de plus en plus d'ateliers d'écriture. J'adore l'idée que voilà, on a tellement dit pendant des années que moi je suis en contact plutôt avec le monde littéraire, avec les librairies, avec voilà les librairies qui fermaient, le sentiment que quand j'allais voilà faire des rencontres, on va pas se mentir, la moyenne d'âge était très élevée, quoi. Et c'est vrai qu'on avait le sentiment que c'était un monde qui s'effondrait. Et là, il y a toute une nouvelle énergie, toute une nouvelle génération. Je pense d'ailleurs que tout est lié, c'est-à-dire que les séries, ça peut amener justement au désir d'écrire, à la littérature. Et finalement, en fait, tout est très bénéfique pour la narration. Et si on cherche l'humain, c'est vrai que c'est là qu'il se trouve. Alors, dans le monde culturel, il y a beaucoup de représentants du monde culturel dans la salle. On connaît cette alchimie très fragile entre un talent, des expériences, un apprentissage de technique, un appareil de production qui est là ou qui n'est pas là. Et donc, c'est un équilibre très complexe à trouver. Mais quand même, il y a un talent à un moment donné. Et alors, comment on le définit? Est-ce qu'on sait le reconnaître? Parce que si cette école veut traverser tous les secteurs, ne veut pas être une école de cinéma, ne veut pas être une école de journalisme, ne veut pas être... Voilà. Mais si on doit les traverser, il faut quand même qu'on arrive à définir ce que c'est qu'un talent et qu'on va nourrir. Une épreuve. Hein? Il faut une épreuve. C'est ça. Ou une épreuve ou quelque chose pour dire pourquoi tu as le talent et cette envie d'écrire une histoire va donner quelque chose et pourquoi pas. Et donc, comment porter une histoire, parce que ce que tu dis, c'est que c'est pas forcément l'écrire. Oui, pas forcément l'écrire, la faire vivre, la faire exister en dehors de soi-même. Entre narration et écriture. Voilà. Et alors, on sent que ça n'a pas été facile à porter. Alors, si je peux encore vous lire, mais vraiment 3 lignes pour vous. Voilà. Alors, désolé parce que je vais dire un gros mot, mais c'est pas moi, c'est Baricot. C'était les années 90, des années particulières pendant lesquelles le futur semblait une chose ouverte et disponible. Ce n'est pas à moi de le dire, mais nous avions une génération et demie d'avance parce que seulement le fait de parler de narration était un blasphème. On parle d'il y a 30 ans. La narration, même dans mon métier des livres, n'était pas une catégorie virtueuse. C'était un peu un truc de putain, voilà. Et nous, on crée une école de narration, pratiquement une école pour apprendre à démarrer un bordel. Mais on le faisait avec passion et plaisir. Alors, est-ce que c'est encore aussi compromettant et comment on identifie les gens auxquels on dit démarrer dans cette carrière, qui paraît... Moi, je trouve que de mon expérience à la Fémis, je trouve que la dramaturgie, c'était un gros mot. Il y avait cette... mais parce que peut-être que j'étais en réalisation, mais quand même, je trouve qu'il y avait cette idée que l'artiste émergeait d'un grand geste dans la douleur, cette idée très romantique et très française, qu'il a fallu que je déconstruise. Et j'ai pris ça. Je suis encore en train d'apprendre vraiment comment écrire et je crois que par rapport à la question de comment reconnaître un talent et si ça doit être un talent narratif, il y a un exercice qui est assez génial au Groupe Ouest, qui est donc une résidence d'écriture. Et ils font ce qu'ils appellent les raconte-moi. Et on doit simplement raconter son histoire, son film, mais l'histoire. Donc on exite tout ce qui est formel et les plans et la mise en scène et l'histoire, les personnages en 5 minutes, et ils font des raconte-moi à travers tous les points de vue. Donc en fait, après, une fois qu'on entre dans la résidence, on peut avoir un raconte-moi sur le point de vue du chat, sur le point de vue, voilà, pour cette question, pour cette question des points de vue, mais aussi parce que je crois que la transmission orale, elle raconte beaucoup de l'investissement d'un auteur à raconter son histoire, et on sent tout de suite
si il y a vraiment à l'oral, on sent tout de suite s'il y a quelque chose qui se perd, s'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait au bon endroit. Et je me dis, ça serait un bon dénominateur commun, en fait, pour... même si c'est très très dur, et c'est le plus dur finalement de prendre la parole en public. Moi, je propose un grand club de raconte-moi à la future école. Mais c'est un peu comme un pitch, ça y est, on a le premier module. Tu changes tous les points de vue à chaque fois, et ça t'oblige toi, auteur, à faire l'effort de partager avec le. En fait, c'est ça, l'effort de la narration. Il y a tout de suite une adresse. Apprendre à raconter ce que tu fais. Ça reste pas. Oui, et il y a tout de suite quand même cette idée de l'adresse. Sinon, on écrit des journaux intimes. Et puis en plus, tu sens tout de suite quelle est la promesse de l'histoire dans ta façon de raconter. Ça, c'est bien. En tout cas, moi, j'adore cette citation. J'adore l'idée qu'on ait pu penser voilà, que la narration, écrire des histoires, ça soit un truc de bordel, quoi. Et donc, voilà, et c'est vrai qu'il est novateur parce que je pense que le regard a un peu changé. Peut-être justement avec l'arrivée massive des séries. Voilà, maintenant, on cherche des gens qui savent raconter des histoires. On respecte des gens qui savent raconter des histoires. Après, ça reste toujours ce domaine-là entre la narration et le côté auteur, finalement, peut-être plus dans la littérature. Dans la littérature où ceux qui racontent des histoires ne sont pas forcément valorisés. Et alors, on revient à la question du talent, peut-être. Du coup, tu dis ils ne sont pas valorisés ou parce que leur talent est différent ou pas, il faut les deux. Non, mais si on parle simplement sur la narration, sur l'idée de créer des histoires, on estime, et je comprends tout à fait c'est toujours un peu valable pour la littérature, davantage que pour le cinéma ou le théâtre. Pour la littérature, il y a quelque chose de l'ordre de... Comment dire raconter une histoire n'est pas prédominant. N'est pas prédominant. Et c'est peut-être même, alors peut-être un peu de moins en moins, mais mal vu. Mal vu, c'est ce qu'il dit là. C'est génial. Parce que lui, à ce moment-là, Barreco, dans les années 90, c'est une star internationale de la littérature. Moi, je l'ai vu au Salon du Livre à Paris. Il sort de Soi, Château de la Colère. Il est hyper beau, il est incroyable. Et c'est vrai qu'il va lancer cette école de narration en disant, voilà, ce qui est important, c'est aussi de raconter des histoires. Et évidemment, il est en contrepoint de tout ce qu'on peut imaginer à ce moment-là de valorisation de l'auteur qui va justement... Voilà, il y a eu tellement, on est sorti de tellement de décennies où même le fait de ne pas raconter d'histoire était gage de qualité littéraire. L'introspection plus que le... Oui, ou même carrément ne pas raconter d'histoire. Voilà. Bah oui, tu parles de... Non, ne fais pas d'exemple, oui, mais voilà. C'est bon. Je crois qu'on a... voilà, Claude Simon a eu le Nobel en 1985. Voilà, mais je trouve que c'est magnifique, moi, de voir à quel point voilà, l'idée de raconter des histoires et de la narration revient finalement au centre du débat, d'une certaine manière. Donc il était très novateur, Barreco. Toujours très novateur. Pardon, je t'ai interrompu, Fanny. Tu étais dans un élan. Je disais que je trouvais, par rapport à ce que je racontais sur la Fémis, que l'arrivée des étudiants en série télé a apporté vraiment un grand vent de fraîcheur, parce qu'on avait des... En fait, la série télé a quand même été considérée très has-been longtemps en France, avant Breaking Bad, quoi. Et donc, on avait ces étudiants qui étaient un peu geeks, un peu besogneux, très humbles, parce que déjà has-been avant même d'avoir commencé leur carrière, et qui se sont mis au travail. Et je trouve que ça a changé profondément la nature de l'enseignement à la Fémis et la manière qu'on a de comprendre comment écrire et comment résoudre des difficultés d'écriture ou de transmission de l'histoire, parce que finalement, dans cette idée du réflexif et introspectif, naïf, voilà, c'est ça. Je trouve ça génial. Évidemment, c'est comme en musique, c'est des gammes. Et oui, il y a... moi, j'ai regardé des vidéos géniales de Michael Arène qui a écrit... Enfin, c'est une vidéo d'1 heure sur YouTube qui écrit comment, à 20 minutes, il faut que le personnage lui arrive ça. Voilà. Non, mais en fait... c'est-à-dire que bien sûr qu'il faut comprendre que si un moment où s'intéresser et interroger la question de l'antagoniste et comment on joue avec ça, voilà. Et puis il faut réussir à lâcher. Il faut connaître les règles avant de les déjouer. Bon, pour inventer des nouveaux genres, pour inventer des nouveaux récits, je pense.
Alors, parce que sinon, j'ai dit que c'était un débat participatif, mais je suis la seule à poser des questions, que je monopolise absolument le micro, ça ne va pas du tout. Peut-être qu'on prend une ou deux questions avant de réattaquer sur le talent, parce que je voudrais quand même vous écouter sur cette affaire de talent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait poser une question, qui a une curiosité, qui veut compléter quelque chose? Alors, nous avons beaucoup de lumière, donc je ne vous reconnais pas, mais je suis... voilà, super. Merci. Moi, j'ai l'impression que la prochaine frontière dans les... Tu veux te présenter? Oui, pardon. Je suis Carole Scotta et je dirige une société de production de cinéma et de télévision. Et j'ai l'impression que le nouveau tabou ou le prochain tabou, c'est de parler de prendre conscience de la force de nos récits, notamment audiovisuels, et de s'interroger sur... Enfin, je voulais savoir surtout si vous allez vous interroger dans l'école sur la manière de faire prendre conscience aux auteurs du poids qu'ils ont dans la représentation du futur, intégrer des questions d'écologie, de futur désirable, comme on dit. Donc, je trouve que c'est une question aujourd'hui intéressante et qui n'est pas nécessairement, qui ne bride pas nécessairement la créativité. Alors, merci pour cette question. Vous voulez peut-être rebondir? Et puis, j'avais une petite chose à dire. Moi, c'est une question qui me préoccupe beaucoup. Mes images étaient conditionnées en lisant Le regard féminin d'Iris Bray et en me disant mais oui, j'ai jamais interrogé la manière que j'ai eue de filmer une scène de sensualité ou de désir. Faire l'inverse, donc ce qu'elle indique, le male gaze pour elle, c'est pas un regard masculin, mais c'est une série de critères comme la scopophilie, regarder à travers le trou d'une serrure un objet désiré à son insu, un rapport de force. Enfin, bon, il y a une série de critères. Et je me suis dit, en fait, même quand je filmais moi une femme désirante, je cochais ces critères sur le personnage masculin. Donc en fait, c'est réinventer. Et je trouve qu'elle pose très très bien cette question de comment réinventer à travers le cinéma de Céline Sciamma, notamment, qui filme des corps désirants et égaux. Voilà. Après, je crois aussi que comment dire, il faut faire attention à pas être trop ici, mais ça c'est pas trop politiquement correct aussi, et lisser les récits. Parce que on voit bien aussi, toujours dans ce qu'on reçoit en lecture, que finalement, je me méfierais, en fait, moi, peut-être presque de l'opportunisme. On voit bien qu'il y a des thématiques qui abreuvent comme ça les récits pendant 1 an ou 2, et on ne reçoit plus que des histoires sur un sujet d'actualité. Donc il faut rester très sincère avec ce qu'on a raconté. Si on n'a rien à raconter sur l'écologie, il ne faut pas le faire. Une autre, partir de soi, de ce qu'on intéresse soi, de ces problématiques contemporaines. On n'est pas là pour faire des espèces de thèses ou donner notre avis sur des choses. Enfin, il faut vraiment sortir de la généralité, et plus on ira à l'intérieur de soi, de notre histoire à nous, et plus on arrivera à parler en fait de ça aussi, mais d'une manière très intime. Je pense que c'est notre pouvoir à nous de parler de ces sujets, passant par l'intimité. Alors, ce que je peux rajouter, c'est que dans le projet initial, et c'est une des raisons pour lesquelles on a commencé à discuter avec Baricot, c'est qu'en fait, le fait de mettre un intermédiaire école qui, en plus, a un système de recrutement, on va revenir au talent, je vais y arriver, un système de recrutement très particulier qui attire des talents qui ne viennent pas du monde, on va dire, proche des instruments culturels classiques, fait qu'en fait, ces questions sont plus présentes parce qu'on a envie de raconter un peu différemment, et finalement se retrouvent des gens... alors, en fait, le mot marginal n'est pas bon parce qu'en français, il y a un côté négatif, mais c'est des gens qui ne sont pas tout à fait mainstream dans leur récit, dans leur point de vue, disait Fanny. D'ailleurs, c'est comme ça que Baricot conclut The Game. Il dit « Nous avons besoin de culture féminine, nous avons besoin de connaissances humanistes, nous avons besoin d'une mémoire non américaine, nous avons besoin de talents qui ont grandi dans la défaite, et nous avons besoin de talents qui viennent des marges. » Et donc, en gros, lui, dans notre discussion, les thématiques ne viennent pas du ciel, mais elles viennent du fait qu'il y a des points de vue un peu différents qui
sont autorisés à s'exprimer parce que par la technique, c'est plus facile que par le réseau ou par des grandes écoles qui nous paraissent inaccessibles, etc., etc. Par la technique, quand je dis technique, lui, il l'appelle humanité contemporaine. Donc, c'est une technique humaniste qui n'est pas, mais qui est quand même une boîte à outils. Bon, désolée, c'est toi, David, tu voulais répondre. Ah oui, ok. Non, mais non, mais alors moi, je suis totalement son homme. Enfin, quand il dit, j'adore cette formule, nous avons besoin de talents ou d'artistes qui ont grandi dans la défaite. C'est dingue, j'adore Barico. Moi, c'est totalement, moi, j'ai grandi dans la défaite, mais joyeuse, la défaite joyeuse. Parce que tout à l'heure, tu évoquais par exemple les livres qui ont rencontré le public. C'est vrai qu'avant La Délicatesse, moi je me souviens, j'avais fait une rencontre dans une librairie, une Fnac, et je suis arrivé avec l'animateur là comme ça, et puis il n'y avait qu'une seule personne présente. Donc en termes de loose, on était bien. J'avais une femme voilà, qui était là, et puis elle me dit Monsieur Fuenquino, je ne sais pas du tout qui vous êtes. Et elle m'a dit en fait, j'ai oublié mes clés et je traîne dans la Fnac en attendant que mon mari rentre à la maison. Donc moi, j'ai grandi dans la défaite avec bonheur et j'adore j'adore. C'est tellement voilà, la marge, la particularité. En fait, ça rejoint exactement ce que tu disais sur l'idée que voilà, il faut pas d'un coup, il faut aller chercher des choses personnelles, donc des choses qu'on a ratées, des choses qui sont improbables, des choses qui sont imprévisibles. Et donc, voilà, je pense qu'on va faire une très bonne école avec que des losers, des gens voilà, en marge, des gens comme vous voilà, qui viennent à la Maison de la Poésie à 9h. Venez tous avec nous. Excuse-moi, des gens honnêtes avec eux-mêmes et qui sont. Voilà. Oui, voilà, tu l'as dit mieux que moi. Voilà. Des gens honnêtes avec eux. Chez Arte, j'ai entendu une très belle métaphore musicale qui est qu'aujourd'hui, si on faisait une métaphore musicale, sur les morceaux, on coupe des lignes d'ondes pour que ça puisse passer à la radio et être entendu par tous. Et on n'a plus que cette marge-là, par rapport aux marges aussi. C'est pas les mêmes marges, et que Arte, eux, ils travaillent dans ces lignes qui sont coupées, dans ces lignes d'ondes qui sont coupées. Et ça, je trouve que c'est... Est-ce qu'il y a des questions voilà, dès qu'on parle de défaite et de... tout le monde réagit. Voilà, de ce côté-là. Bonjour. Moi, j'avais une question en vous entendant sur l'école de la narration. C'est est-ce que vous avez pensé à une école du lecteur ? Parce que moi, ce qui m'a ouvert au monde, c'était la lecture. Vraiment. Et puis forcément, quand on aime lire, on fait des belles grandes écoles. Et ces belles grandes écoles ont fait que j'ai appris à lire, mais trop vite. Et du coup, je dévorais. Et du coup, après ces grandes écoles, j'ai un peu arrêté de lire. Et là, je suis en train de réapprendre à lire, lentement, la nuit, quand je fais une insomnie. Et du coup, je sais pas, quand vous avez parlé d'éloge d'école, pas d'éloge, mais d'école de la lenteur, je me dis qu'il y a aussi une école de lecteurs et de lectrices aussi à faire un jour. Ça, on l'avait évoqué. Hein. Ouais. Et c'est vrai que moi, je suis totalement d'accord. Dans une école de narration, c'est vrai, avoir des moments voilà, où simplement, même quelqu'un qui lit la lecture à voix haute, partager des textes, lire. Ce qui est aussi très beau, c'est qu'on parle des ateliers d'écriture, mais des ateliers de lecture, ça se fait de plus en plus, c'est-à-dire des gens qui se regroupent, des clubs, voilà. Ouais. Je suis parfois allé dans des trucs, ça m'a foutu un peu le bourdon, mais me retrouver autour de 10 personnes là, qui te regardent. Tout le monde parle du même livre et donne son avis, mais on peut changer. Mais c'est génial. Aussi. Ouais, voilà. Chacun peut venir avec un livre et le partager avec les autres. Moi, j'adore cette... Des copains qui se sont lus ensemble, Madame Bovary, pendant 4 jours, quoi. Une transe, Ils quoi. se sont lus ensemble, Madame Bovary. C'est beau. Un petit peu d'alcool. Non, même pas, mais il y en a qui s'endormaient, qui se réveillaient. Quand on écoute le livre, il y a une autre ambiance. Ouais, donc en fait, on est super. Alors, Moi, je trouve ça vraiment c'est important qu'il y ait une part de... Ouais. Et alors, si je peux compléter, j'ai toujours mes petits bouts de texte là. En fait, donc dans cette école, que vous avez compris, on est tous totalement amoureux, mais il y a même une maison d'édition. Et cette maison d'édition publie des manuels très particuliers
pour apprendre la narration et pour accompagner donc ces études. Et alors, j'ai trouvé dans un de ces manuels Baricot qui dit « Nous pensons qu'apprendre à lire équivaut à apprendre à écrire ». Alors là, il fait un distinguo. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a cette métaphore des voitures qui revient, mais désolé pour toi, David, mais si tu dois obtenir ton permis de conduire, il n'est pas forcément utile si on te montre comment conduire un pilote de F1. Je dirais la même chose si pour apprendre à écrire, tu prends comme modèle les grands de la littérature. Cela peut te rendre tout simplement la vie difficile ou pas. Donc là, il y a aussi cette question est-ce que lire pour apprendre à écrire? Alors peut-être lire pour apprendre à lire, tout simplement. Voilà, bon, il y avait une autre question derrière, pardon. Oui, bonjour. Je voulais réinterroger justement cette idée de talent autour de laquelle vous tournez. Merci. Oui, je suis scénariste, mais aussi formatrice en écriture sérielle au sein de l'Institut que le Festival Sérimania a créé. Et dans ce cadre-là, j'essaye de me battre de toutes mes forces contre cette idée de talent, parce que le talent, soit vous l'avez, soit vous l'avez pas. Et j'ai l'impression que dans un projet de formation et d'ouverture, ce serait important de donner le sentiment aux gens qui sont désireux d'apprendre à écrire et d'apprendre la narration, de leur transmettre l'idée que s'ils ont l'envie, s'ils ont l'énergie, s'ils ont le désir de lire tout ce qu'il est possible de lire, de regarder tout ce qu'il est possible de regarder comme fiction, alors ce talent, ils vont l'acquérir en fait, et que c'est pas forcément quelque chose qu'on a au départ ou qu'on n'a pas. Alors, merci beaucoup pour cette question, là qui demande des réponses, c'est complexe. Oui, acquérir le talent. En fait, tu fais une école de création de concurrents, quoi. C'est ça, en fait, l'idée. Moi, j'aimais bien ce que tu as dit, Pauline, tout à l'heure, sur l'idée que tu avais besoin d'aller chercher cette histoire, de mettre des mots sur cette histoire, sans penser à en faire un livre. Moi, pendant des années, j'étais animé par J'ai commencé par écrire des lettres, parce que on écrivait des lettres à l'époque, et j'ai senti que c'était comme ça que j'avais besoin de m'exprimer. Et c'est vrai que j'ai considéré pendant très longtemps l'écriture et la nécessité de s'exprimer par les mots pas du tout comme quelque chose qui aurait une orientation de vie ou professionnelle. Et donc c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, l'idée que, bien sûr, acquérir le talent, peut-être pour pouvoir être après en mesure d'écrire des séries. Je pense que ça se travaille, c'est ce que tu fais avec les gens avec qui tu travailles. Tu vois, potentiellement, bien sûr, c'est une formation, mais je crois qu'on s'adresse aussi beaucoup à mon avis, à des gens qui n'ont pas pour ambition d'acquérir un talent ou de transformer ça en vie professionnelle. Les ateliers d'écriture, si tu en fais, il y a beaucoup de gens, leur but n'est pas de publier un roman. C'est simplement d'écrire, d'exprimer son intimité. Le plaisir, vraiment. Le plaisir aussi, voilà. D'écrire qui on est. Donc, c'est important aussi. Donc, acquérir les compétences, j'ai le sentiment que c'est pas une fin en soi. Voilà. C'est mon sentiment. Mais tu as raison quand même quand tu dis que c'est l'envie. Parce que dans l'idée de la narration, il y a l'idée de raconter, donc il y a l'idée d'une transmission, donc ça commence par l'envie, évidemment. C'est pour ça que l'exercice oral marche bien, parce qu'on le sent très bien à cet égard-là. Et c'est vrai que moi, je suis très gênée aussi par la question des talents. Alors en plus, chez les acteurs, les talents, c'est ceux qui sont regroupés dans une écurie, c'est des produits. Donc, d'une certaine manière, d'un marché, d'une industrie. Ça me dérange beaucoup. Et quand on me dit qu'est-ce que c'est être artiste, je ne crois pas qu'il y ait des artistes et qu'il y ait des gens qui ne soient pas artistes. La question de l'inspiration, de la créativité, elle est éminemment humaine, et c'est pour ça qu'on a besoin de récits aussi, c'est parce que la pensée est agissante, donc lire des mots nous change physiologiquement, nous change, donc on doit pouvoir tous être capables de raconter des histoires, c'est sûr. Alors, comme j'ai pris un engagement formel de libérer David dans quelques minutes, est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Merci. Oui, merci. Très rapidement, je suis traductrice, ghostwriter, musicienne. Donc, cela ne se passe très souvent en France. J'essaie d'avoir tellement de casquettes, mais cela m'est arrivé. Donc, je m'excuse déjà pour mon français parce que je viens de l'apprendre l'année dernière presque.
Mais non, Bravo. je plaisante. Mais je suis très intéressée depuis longtemps dans les Scuola Holden et Baricco déjà. Donc, j'imagine, pour ce que j'ai appris dans le monde de l'édition en France, aux États-Unis et l'Amérique latine, je vois qu'il y a peut-être ces besoins pour n'importe quelle école de narration de personnaliser, comme les combos au restaurant, vraiment, parce qu'il y a tellement de façons de dire les histoires que ça serait impossible. Il faudrait commencer pour donner des outils qu'on apprend à l'école pour cuisiner même. Et je vois qu'il y aura aussi un besoin aussi de les nouveaux regards sur la narratologie, par exemple. Maintenant, je suis très intéressée à la narratologie post-classique qui se déroule à Paris 7, dans le 6e étage. Et je me demande si c'est pas plutôt histoire de s'approprier de l'histoire. Parce que, par exemple, Baricco, il parle il faut nous débarrasser de la mémoire américaine, d'avoir une mémoire non américaine. Mais en même temps, il y a des choses tellement américaines que Novecento, l'histoire de Jelly Roll Morton. Donc, en faisant ça, c'est Baricco qui s'est approprié de cette histoire américaine, sauvagement américaine, et l'a racontée. Vous avez une question pour nos intervenants? Désolée, oui, j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous croyez qu'on pourrait avoir une école de narration en essayant de... Vous avez commencé par parler d'éviter l'anglais, par exemple, la culture anglophone. Donc, je me demande comment est-ce que ça pourrait se passer si... Alors, moi, je n'évite pas du tout la culture anglophone. Moi, je suis moi-même un croisement de beaucoup de choses. Et Baricco a créé cette école après une période aux États-Unis en se posant la question s'il y avait une voie, d'une certaine manière, une voie européenne pour le creative writing et pour le storytelling. Et ça, c'est une question qui, évidemment, il y a beaucoup d'américanophiles dans la salle qui se sont posé cette question de l'équilibre. Mais ce qui est certain, et alors, c'est un producteur audiovisuel français qui nous a mis sur cette piste au départ. Et il pense que beaucoup de problèmes que nous avons en France ont été importés par la fiction américaine parce qu'on n'avait pas d'auteurs formés en France pour dire les mêmes choses. Et donc là, je ne sais pas s'il est dans la salle, qu'il se dénonce et qu'il prenne la parole, mais si ce n'est pas le cas, j'essaie de porter ce point de vue qui est réel. Donc savoir parler avec nos mots européens de choses est quelque chose qui est utile, même en prenant des techniques et des mots. Alors quand Baricco dit on oublie la mémoire américaine, son école s'appelle École Holden, une référence à la littérature américaine, et elle est sous-titrée Contemporary Humanities. Donc bon, voilà. Donc tout est... pardon, oui, je me demande... à réagir, et après je vous lis un dernier texte avant de vous saluer. En tout cas, moi je suis vraiment, j'y vois beaucoup plus clair. J'ai beaucoup d'énergie. Je vous remercie vraiment d'avoir nourri cette discussion. Je remercie vraiment très sincèrement et profondément nos intervenants. Est-ce que vous voulez réagir sur cette affaire des États-Unis et de l'Europe ? Moi, je pense juste qu'il faut... Je me souviens, quand je travaillais dans la production, on passait notre temps à parler des séries américaines. On disait, on va faire ça, on va faire un Breaking Bad, Myth, je ne sais pas quoi, Seinfeld. Et en fait, c'est juste d'essayer de ne pas procéder par imitation, mais par inspiration. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Et qu'est-ce que nous, en France, on a raconté, qu'on connaît aussi bien qu'eux aux États-Unis? Qu'est-ce qu'on peut dire de nous? Mais arrêtons l'imitation, vraiment, c'est important. Je suis d'accord. Merci, Claudia. Merci à vous. Bon courage pour les répétitions. Donc, oui, en janvier, 18 janvier, à la scène musicale. Très heureux, oui.
Voilà, et est-ce que je peux vous quitter avec le petit texte par lequel Baricot conclut? Alors l'idée... On a adoré tous tes passages, donc on a hâte. Ça met la pression. Donc apprendre le geste doré de la narration n'est pas facile, mais seulement une vision tordue de ce qu'est un narrateur peut nous conduire à penser que le faire est impossible, voire malhonnête. En réalité, nous savons exactement où nous pouvons intervenir et où nous ne le pouvons pas. Nous pouvons éduquer à reconnaître les histoires, à en comprendre la forme, à les accueillir, à les manipuler sans se blesser. Nous pouvons apprendre à construire une trame pour qu'elle soit une carte complète et des hiéroglyphes lisibles. Nous ne pouvons pas enseigner un style, mais nous pouvons le rassurer, le défendre, le faire grandir. Et si nous ne pouvons pas enseigner à avoir une voix, nous pouvons apprendre à chanter à tous ceux qui en ont une. Ça vous va? Vous voulez réagir quand même ou pas? Bon, on va chanter. Voilà. On avait dit au début qu'on chanterait. Apprendre à ne pas se blesser avec les histoires, c'est merveilleux. Moi, j'aurais envie de recommander Le corps de l'œuvre de Didier Anzieux. Ça, c'est aussi quelque chose qui s'apprend et qui doit être dit, combien c'est difficile et par quelle crise on passe, nécessaire. Et c'est ce que raconte Didier Anzieux et c'est ce que j'entends là à travers les mots de Baricot. Bon. Merci beaucoup à vous. Donc, si vous en êtes d'accord, nous avons votre adresse mail. On va créer une petite communauté qui va continuer à travailler sur ces questions. Ça va nous porter pour les prochains mois. Le projet démarre avec beaucoup de nourriture. Désolé, sans café, mais avec beaucoup de nourriture intellectuelle. Un grand merci pour votre présence matinale et active. Et à très bientôt.